Alors, bonjour Patrick Milland. Bonjour. Alors, nous avons invité aujourd'hui Patrick Milland parce qu'il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le Premier Pas, et c'est son premier roman d'ailleurs, qui a paru aux éditions en Fortas et qui nous parle de l'Égypte. Et alors, dans l'Égypte, il nous parle beaucoup de la mort et de la vie, mais de la mort et notamment de la momification. Alors, c'était quoi la momification, Patrick Milland? Alors déjà, il faut faire une réserve importante sur le concept du mot même. Il y a des mots qui sont peut-être pas les mêmes entre l'Égypte ancienne, voire l'Égypte antique, et notre quotidien. Le thème de la mort, au niveau du mot mort, ne retrouve pas forcément le même caractère que le mot Dieu ou le mot prêtre. Forcément, il y a une distinction. Et la première des distinctions, c'est qu'en Égypte ancienne, la mort n'existe pas. C'est un passage. C'est un passage entre la vie et la vie. Certes, il y a des différences, il y a des remises à niveau pour vivre autre chose autrement, ok, mais notre principe de corps, âme, esprit relève d'une autre autorité en Égypte ancienne. On a certes le corps, avec 12 définitions du corps possibles. Ensuite, on n'a pas l'âme, on a le bas qui est représenté sous forme d'un oiseau qui va s'envoler, bien entendu, avec un certain nombre d'attributs, mais ce n'est plus le corps. Et ce bas, donc, va rejoindre ce qu'on appelle le ka. Et le ka, c'est une émanescence, une évanescence de l'esprit. Et aller à son ka, c'est rejoindre donc son esprit primitif. Et à Mais partir alors, de là, pourquoi si le corps ne représente plus rien, puisque seul l'âme ou le cas compte, pourquoi momifiait-on les corps alors? alors c'est la justification même de la momification. Pourquoi? Parce qu'on va partir à un voyage. On va passer donc de la vie à la vie. Pour passer de la vie à la vie, on va utiliser donc un moyen de transport. Le moyen de transport symbolique, c'est le sarcophage. Le sarcophage, qui veut dire en grec ancien mangeur de chair. Ça veut tout dire. Et qu'est-ce qu'on va laisser donc dans ce monde terrestre? Eh bien, son passeport et son visa. Et le passeport, c'est quoi? C'est la tombe avec le corps. Et le visa, c'est l'extraction de ce que l'on aura fait au cours de la momification, qui va rejoindre donc le bas sous la forme de 4 éléments. On va extraire du corps les 4 éléments primordiaux pour qu'ils puissent donc se retrouver et constituer un petit peu l'âme, l'âme contemporaine que nous avons au titre de cette définition actuelle. Ces 4 éléments, c'est le foie, les intestins, le poumon et l'estomac. Papi, Hamset, Douamoutef, Kébécénouf. Ces 4 éléments forment un triangle au niveau du corps et ils sont eux-mêmes momifiés pour être protégés et mis dans des vases dits canopes. Au-dessus de chaque vase, il y a une divinité. Chaque divinité représente une puissance, un pouvoir, et ce sont les 4 fils d'Horus. C'est-à-dire qu'il y a déjà donc une glorification de ce qui n'est pas encore dans l'autre monde, dans ce qu'on appelle la douate, c'est-à-dire le monde des étoiles, puisque le but ultime, c'est de devenir soi-même une étoile. Donc, ces 4 éléments représentés par le bas, à savoir l'oiseau, pour simplifier la chose, va monter dans la barque céleste, qui est symboliquement représentée par le sarcophage, et va commencer son périple. Et juste avant de partir donc en voyage à sa destination, il va devoir passer la douane. Et cette douane, c'est quoi? C'est l'équivalent du jugement dernier. Et ce jugement dernier, c'est ce qu'on appelle la pesée de l'âme. C'est le fameux spell 125 du livre des morts, qui est une mauvaise traduction de Champollion, puisque la traduction littérale, c'est le livre pour sortir au jour. Et ce livre pour sortir au jour, c'est un véritable roadbook qui permet aux candidats défunts momifiés dans les règles et dont les 4 éléments sont dans la barque et dans la tombe, vont permettre de subir un certain nombre d'épreuves. Mais pour pouvoir subir un certain nombre d'épreuves, encore faut-il le mériter. Donc on passe devant le tribunal divin, qui est composé d'un certain nombre donc, de composantes, extraordinaires d'ailleurs, notamment une balance, et sur lequel il y a donc 2 plateaux. D'une part, ce fameux cœur Ib, qui est représenté par ces 4 éléments, foie, intestin, poumon, estomac, ce qui laisserait supposer donc qu'il y a 2 principes au niveau du cœur. Le premier principe, c'est le cœur, le hat, le cœur, à savoir la pompe,
et l'autre qui est le cœur spirituel. Et la question donc qu'on va poser au candidat, c'est de dire qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Et là, il apporte une réponse par ce qu'on appelle la confession négative, qui est de dire au-delà de fait, au-delà de dire ce que j'ai fait, ben, je vais te dire ce que j'ai pas fait. Voilà. Et de l'autre côté de la balance, il y a une plume, la légèreté, l'aérien, le phénomène éthérique entre le ciel et la terre. Et elle est représentée par une déesse qui est Mahat, la déesse de la justice, de la justesse. Donc, s'il y a un équilibre entre les deux, ben, il n'y a pas de problème. Il a son passeport et son autorisation pour aller voyager. Par contre, si la balance ben, est du mauvais côté, que se passe-t-il? Et là, il y a deux théories à laquelle, pour le moment, personne n'a encore pu répondre. La première théorie, c'est qu'il y a à côté de cette pesée de l'âme un personnage qui s'appelle Amset, qu'on appelle aussi la dévoreuse. Et cette dévoreuse représente cette dévoreuse d'âme. Que devient l'âme une fois qu'elle est dévorée? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'elle est dévorée à jamais et elle se perd dans les méandres du conflit, des conflits cosmiques? C'est possible. Ou alors, revient-elle sur Terre pour accomplir ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit entreprendre? Et alors, admettons que la pesée soit bonne. Si la pesée est Oui. bonne, alors qu'est-ce qu'on fait? On continue son voyage alors? Alors, une fois que la pesée sympathique est bonne, effectivement, à l'intérieur du sarcophage, il y a donc ce fameux livre des morts, qui est en fait un recueil de textes qui diffèrent suivant les rois et les dynasties, et qui donne un certain nombre de recommandations, un certain nombre de précautions, un certain nombre c'est un roadbook de l'au-delà. Voilà. Il a été compulsé en un livre à la fin du 19e, certes, et donc ce livre, symboliquement, se retrouvait soit à la base de la nuque, donc le lien entre la tête et le corps, se retrouvait entre les jambes, phénomène de régénération et phénomène donc de renaissance, ou se retrouvait à ses pieds. Voilà. Et donc, d'un point de vue symbolique, ce n'est qu'une interprétation symbolique au travers du fait que, eh bien, on ne rejoint pas le ciel, les dieux et les étoiles comme ça. Il y a un certain nombre d'épreuves. Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on arrive au bout? Forcément, puisqu'on est donc dans le monde des bienheureux, on est dans le monde de la réalisation. Eh bien, on va rester très concret, très pragmatique, savoir qu'un Égyptien ancien, lui, avait comme constante et comme besoin une excellente santé, forcément, et puis le fait d'avoir une récolte abondante. Et il va rejoindre ce qu'on appelle le champ des souchets. Et il y a des représentations donc, où on voit monsieur et madame en costume d'apparat qui en fait cultivent le blé. Et en fait, ce n'est pas une scène agricole, absolument pas. C'est une scène symbolique qui représente l'abondance, qui représente la suffisance dans le monde de l'au-delà. Il faut savoir qu'on n'a plus à s'imposer les corvées matérielles, les corvées humaines, les corvées de la terre. Elles sont posées d'office et d'autorité en abondance de l'autre côté. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, et le petit plus qui fait la différence, c'est le fait que pour les personnes de grandes conditions, effectivement, un prince, un vizir, ou un cas de l'administration donc de père Ha, c'est-à-dire de pharaon, n'allait pas creuser la terre pour faucher le blé. Non, il va utiliser des ouchets de billes, qui sont des serviteurs de l'au-delà. Et il y a donc un ouchet de billes par jour. Voilà, il y a un chef d'équipe tous les 10 jours, il y a un chef d'équipe tous les mois, etc., etc. Ce qui fait que quand on creuse une tombe et qu'on découvre un ouchet de billes, on sait qu'il va y en avoir d'autres, beaucoup d'autres, et qu'on cale à peu près donc la datation de la tombe sans avoir de nom ou de repère au travers donc, de la personne, enfin du défunt, voire de la momie si on la trouve. Grosso modo, à partir de la 18e dynastie, c'est-à-dire aux alentours des 1520, 1550 avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui explique qu'en fait, il n'y a que les dignitaires qui ont le droit de se réincarner ou du moins de monter au ciel, les dignitaires et les chats? Parce que les artisans et les esclaves, eux, ils n'y ont pas droit. Ils n'ont pas le droit au tombeau, ils n'ont pas le droit au sarcophage, ils n'ont pas le droit à tout ça. Alors, comment dire, euh,
il y a deux choses. Il y a d'une part, donc, effectivement, la momification des animaux. Chaque animal, donc, a un pouvoir symbolique qui fait que ça va renforcer la sécurité, la protection de la tombe, du tombeau et du défunt ou de la défunte. Voilà. Pour protéger donc les cimetières de momies, okay, il va y avoir deux animaux références, le chien et le chat. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous aurons très souvent une représentation statuaire d'un chien et d'un chat, voire des cimetières de chiens et de chats. Et comme par hasard, on va retrouver donc le chien, Anubis, qui est le gardien donc au jour, il va se transformer en Upuahu, et Upuahu, c'est le même chien, mais qui se mute. Et il se mute donc en ouvreur des chemins. C'est lui qui va accompagner le défunt à la fois dans sa tombe, dans son tombeau, et aussi à la porte du jugement dernier, à la fois à la porte de la pesée de l'âme. Et on se souvient tous donc d'une des photos de la tombe de Toutankhamon, où devant donc l'entrée des vases canopes, les fameux vases donc, qui doivent reconstituer le corps dans l'au-delà, il y a qui? Il y a Anubis. Anubis, le chien gardien et protecteur. Et on va le reconnaître à différents signes distinctifs, notamment des couleurs de collier, etc., etc. Mais alors, en revanche, Ça, les esclaves et les artisans, eux, ils n'ont pas le droit d'avoir une autre. alors, c'est comme aujourd'hui, il y a un devis à payer. Et le fait d'avoir une momification, c'est vrai, telle qu'on la conçoit de nos jours, telle qu'on la visualise de nos jours, ça coûte. Bien que l'argent n'existe pas à l'époque, le troc était la règle de base. Ce sont les Grecs qui ont introduit cette notion pécuniaire. Donc tout le monde n'a pas droit à la momification, tout le monde n'a pas droit à tous ces rituels, parce que il faut être à la fois initié au mystère, car on construit sa tombe, je dirais, le plus tôt possible. Ouais, parce que lorsqu'un prince, un héritier, encore plus avant, donc un roi, meurt avant que sa tombe ne soit achevée, la tombe reste en suspens. C'est trop tard. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de rois, que l'on connaît bien, ont été enterrés dans des cabanes de jardin ou dans des cavités où l'on entreposait un certain nombre d'outils. Mais en aucun cas une tombe royale. Mais en revanche, je me souviens que les artisans de la vallée des rois avaient le droit d'avoir leur tombeau. Alors, c'est le village d'Er El Médineh qui se trouve Oui. donc sur la rive ouest du Nil à Luxor. Ouais. C'est un village très très particulier qui jusqu'à l'année dernière était le seul village, on va dire civil, construit en briques crues du Nil qui ait résisté à toute la civilisation égyptienne. Alors pourquoi ce village avait l'autorisation de construire leur propre tombe? Pour une raison simple, c'est qu'ils étaient entre la vallée des reines et la vallée des rois, un village très particulier. C'est un peu comme si on mettait tous les meilleurs ouvriers de France à l'intérieur de ce village. Avec une consigne initiale, il y avait autant de droitiers que de gauchers, mais surtout, lorsque l'on entrait dans ce village, on n'en sortait jamais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient détenteurs des secrets, évidemment. Des secrets de quoi? Des secrets de cette géographie sacrée, avec tout l'empirisme, on va dire, hollywoodien concernant les trésors, que ce soit d'or, de lapis, de pierre, de bijoux, etc., que l'on pouvait mettre à disposition de l'héritage et de ce transport, de ce déménagement de Pharaon ou de ses épouses, voire de ses enfants, des princes et des princesses, qui fait que c'était des secrets véritables. Donc, on rentrait, c'est vrai, après une sélection très rude, cette sélection était faite à la fois par les hommes et par les femmes. Pourquoi? Pour recréer une certaine harmonie, puisqu'on y vivait toute sa vie. Voilà. Et donc, lorsqu'ils ne travaillaient pas par période de 10 jours pour les droitiers et 10 jours pour les gauchers, ils entretenaient à la fois le matériel et ils creusaient leur propre tombe. D'ailleurs, je vous invite très ardemment à aller visiter ces tombes qui sont merveilleuses.
qui sont un peu Certes, interdites, hein. On n'a pas, c'est pas facile de les visiter. si, Si. il y en a un certain nombre d'ouvertes. Les Oui. dernières, donc, sont des tombes polychromes, Oui. c'est-à-dire à deux ou trois couleurs qui sont extraordinaires. Oui. Alors certes, avec une symbolique différente de celle que l'on trouve dans la vallée des rois, comme dans la vallée des reines ou la vallée des singes, mais on retrouve un certain nombre d'éléments tout à fait extraordinaires. Et je dirais même, on en apprend autant dans ces vallées royales que dans ces vallées des artisans. Eh ben, merci beaucoup, Patrick Minland. Je crois que on l'écouterait toute la journée, hein, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Mais je crois que ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, il faut qu'ils lisent ce livre qui s'appelle Le Premier Pas, donc Patrick Minland, et qui est apparu aux éditions en Fortas. Merci beaucoup, Patrick Minland. À Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt.